You know who's got the hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Ça, c'est Will Smith, 55 ans, acteur de renom. Ce soir-là, il s'apprête à recevoir l'Oscar qui allait couronner plus de 30 ans de carrière. Des dizaines de films, plus de 9 milliards au box-office mondial, l'un des acteurs les plus aimés de la planète. Et pourtant, à cet instant précis, il est en train de tout foutre en l'air. Pourquoi ? Ça, je vous laisse les centaines de vidéos YouTube sur le sujet vous l'expliquer. Le gendre idéal, l'homme parfait qui explose en plein vol. Mais moi, j'ai pas envie de parler de ce moment. J'ai envie de revenir à une autre époque, celle où moi, j'ai découvert Will. Pas sur grand écran, mais dans un salon en Guadeloupe, devant une série télé. Une série qui, même des années plus tard, reste pour moi son plus grand projet, ou en tout cas, le plus important. Dans les années 90, Will Smith était cool. C'était même le cool kid par excellence à qui tout le monde voulait ressembler. L'attitude, le smile, le style, il était la quintessence de ce moment de transition entre la fin des années 80 et le début des années 90. Il y avait lui, Michael Jackson, Eddie Murphy. Et ça, c'est grâce à deux trucs. Sa personnalité, évidemment, et surtout une série. Sa série. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Tu vois, Will Smith, à la base, c'est pas ce grand acteur hollywoodien que tout le monde connaît aujourd'hui. Non, c'est juste un gamin de Philadelphie, né en 68, Willard Carroll Smith. Sa mère bossait dans une école, son père était technicien, rien de flamboyant, une famille normale, un peu stricte, un peu va à l'église le dimanche, une famille de baptistes, carrés. Et quand il a 13 ans, ses parents se séparent et lui, il grandit au milieu d'un petit groupe familial avec ses frères et sœurs, Hélène et Harry. L'atmosphère, elle est animée, enfin, tu vois le tableau. Et alors là, petit Will, c'est déjà le gars qui parle bien, vraiment bien, bavard, charismatique. Le genre a tellement te baratiné que même les profs au lycée, ils avaient fini par l'appeler Prince Charming. Littéralement le prince charmant. Parce qu'il arrivait toujours à esquiver les embrouilles avec un sourire. Vers 14 ans, il pète un câble. Il découvre Eddie Murphy et le hip-hop. Le mélange parfait, l'humour, le flow, la dégaine. Et 2 ans plus tard, à une fête, il croise un certain Jeffrey Towns, le futur DJ Jay-Z Jeff. Et là, c'est le coup de foudre artistique. Ils deviennent meilleurs potes, ils commencent à rapper ensemble, Jeff au platine, Will au micro, et sous le pseudo de The Fresh Prince. En 87, ils sortent leur premier album, Rock the House. Et le morceau qui marche le plus, c'est Girls and Nothing But Trouble. Homeboys don't mean to bust your bubble, but girls of the world ain't nothing but trouble. So next time a girl gives you the play, just remember my rhyme to get the hell away. Just last week when I was walking down the street, I observed this lovely lady that I wanted to meet. I walked up to her, I said hello, she said hey, you're kinda cute. I said yes, I know. Déjà, le ton est là. Des histoires drôles d'adolescents, un peu anecdotiques, racontées avec un sourire que tu entends même sans voir sa tête. Et puis, bam! L'année d'après, ils enchaînent avec He's the DJ, I'm the Rapper, un double album, ce qui, pour du rap en 88, était un peu comme si 2 jeunes sortaient un film en IMAX sans budget. Personne faisait ça, mais eux si. Et ça cartonne. Ils décrochent un Grammy, le tout premier Grammy Award de l'histoire du hip-hop, grâce à Parents Just Don't Understand, un morceau où Will raconte avec humour à quel point les parents sont déconnectés de sa génération. Une rengaine universelle en fait. Et ils vont les boycotter à raison, puisque figurez-vous que les Grammy refusaient que les prix de la meilleure prestation hip-hop soient décernés à l'antenne. Et donc Will Smith et Jazzy Jeff auraient reçu leur prix pendant la pub. Chose to boycott. We feel that it's a slap in the face. Boycotted the 1989 Grammy show.
We don't have a problem with the Grammy as an award or the Grammy as an institution. We just had a problem with the 1989 design of the award show. We feel that our music was important enough and is important enough to have been on this show. Et ça portera ses fruits car l'année suivante, le prix du meilleur album rap sera décerné en public. Il va même faire une tournée avec Run DMC et Public Enemy, les boss du rap game de l'époque. Donc Will Smith à l'époque, c'est un rappeur vraiment coté. L'album devient donc double disque de platine, un truc monumental pour un rap léger, propre, sans insultes, sans gunshot, sans ego trip. C'était exactement à contre-courant du rap de l'époque, qui était plutôt en mode gangsta rap, revendicatif, avec de la colère, du réalisme brutal. Will et Jeff, eux, arrivent avec un style fun, propre et radiophonique. Le rap que les ados adoraient, que les radios passaient sans censurer et que les parents trouvaient acceptable. Alors beaucoup de gens les trouvaient inoffensifs, mais bon, Will, il s'en foutait un peu. Résultat, Will commence doucement à attirer des regards, mais pas n'importe lesquels. Ceux d'Hollywood, des producteurs télé, des grands réseaux américains, les gens qui flairent le potentiel de star power avant tout le monde. Parce que Will, même quand il ne faisait que du rap, il dégageait un truc. Le sourire, le timing comique, la présence, tu pouvais déjà voir la graine d'un futur acteur. Il ne le sait pas encore, mais sa vie s'apprête à changer complètement. À ce moment-là, Will Smith se trouve dans une situation très compliquée. Il est à la fois reconnu musicalement, il fait des platines, il passe à la télé, il fait des clips, mais financièrement ça va pas du tout, il est trop jeune pour savoir bien gérer son argent, il paye pas les impôts. Tous ceux à qui je devais de l'argent, sachez que je vous payerai pas. Et il se retrouve sur la paille. Sa petite amie de l'époque le pousse à sortir de sa routine et à chercher de nouvelles opportunités. Alors un soir, il se rend au Arsenio Hall Show, une émission occulte des années 90, et là il rencontre Benny Medina, un cadre influent de l'industrie musicale, qui lui présente une idée de série inspirée de sa propre vie. L'histoire d'un jeune gars des quartiers populaires, envoyé chez une famille riche. Alors le pitch parle immédiatement à Will, mais surtout, je pense qu'à ce moment-là, il a surtout besoin de payer ses factures. Alors Benny l'amène rencontrer la légende Quincy Jones. Alors avant de plonger plus en détail dans Le Prince de Bel-Air, il faut d'abord comprendre l'importance de Quincy Jones dans ce projet. Si son nom est souvent associé à la musique avec des collaborations mythiques comme Thriller de Michael Jackson, il avait bien plus d'ambition. En 1986, il fonde Quincy Jones Entertainment, ou QDE. Cette boîte de production, c'était son moyen de passer d'un média à l'autre. Après avoir conquis la musique, il voulait avoir un impact dans le monde de la télévision et du cinéma. QDE, c'était le prolongement de son envie de changer les choses. Quincy avait compris que la télévision était un outil de masse capable de toucher les foyers du monde entier. Il ne s'agissait pas seulement de produire de la musique, mais de raconter des histoires, de créer des récits qui offriraient des représentations positives des Noirs américains, des récits qui dépassent les stéréotypes. L'un des grands objectifs de Quincy à travers QDE, c'était juste de montrer des visages noirs dans des contextes nouveaux. Des personnages noirs qui réussissent, des familles noires qui accèdent à la classe supérieure, et c'est précisément dans cette optique qu'est né le projet du Prince de Bel-Air. Mais Quincy n'a pas fait cela seul. Il y a un autre élément clé de la création du Prince de Bel-Air, c'est sa rencontre avec Andy et Suzanne Borowitz. Le couple, déjà reconnu pour son travail d'écriture et de production, avait une approche unique de la comédie. Et c'est eux qui ont imaginé le concept de la série, inspiré par le parcours de Benny Medina. But the scary thing was, I was around 30 years old, and at NBC, that made me like in the younger cohort. Like that made me like somebody who maybe could sit down in a room with Will Smith and figure out what to do. So what they wanted to do was they wanted to do some kind of a fish out of water show. Mm-hmm. That's the one concept they had. And the other asset that they had was the guy who had brought Will Smith to NBC's awareness was Quincy Jones. And Quincy had me over to his house in Bel Air, and he started telling me all these stories about his children growing up wealthy in Bel Air, and that was kind of the show. I said, well, okay. So I just thought, if you took somebody like Will and you moved him into a family like Quincy's, that could be fun. Alors Benny l'amène rencontrer la légende Quincy Jones. Et Quincy est emballé dès les premières minutes. Je veux même appeler la série The French Prince en clin d'œil direct au nom de scène de Will. Et tout s'accélère. Quincy lui sort un vieux scénario, écrit à l'origine pour un autre artiste, et lui dit « Tiens, lis-moi ce vieux pilote, tu auditionnes maintenant. »
Alors Will panique un peu. Il n'est pas prêt et il demande d'avoir quelques semaines pour se préparer. Et Quincy lui répond « Mec, tu veux qu'on attende que 3 avocats relisent le contrat ou tu veux faire l'histoire et changer ta vie maintenant ?» It then. Yes, give me 10 minutes. I said yes, and I let it rip. And I got to the end, and everybody's clapping. Quincy looks at Brandon Tartikoff, the head of NBC. Did you like it? And Brandon said, yeah, I liked it. Quincy says, no, did you like it? And he's like, yeah, I liked it. He's like, good, you're his lawyer. Draw me up something right now. Cette histoire a attiré Quincy Jones. Il a vu dans ce concept l'opportunité parfaite de toucher un large public tout en explorant des thématiques importantes. Le choc des cultures, la classe sociale, est-ce que cela signifie d'être noir en Amérique? Really, in terms of, the whole issue of writing for an African American performer and cast, and on really very kind of germane, important African American material, because we were writing about things like Black identity and stuff like that, which I, as a white guy, obviously was such a huge outsider to. But a lot of it, I think a lot of the job of a writer is to listen and to learn. I was not an ideal choice to write that show because obviously none of this was my experience. And it was such a handicap for me to try to do that I really had to work to listen to everybody involved. And Will, not just Will, but Quincy and the cast and the African Americans on the writing staff. And this is a great experience. And it was really, I thought all I really brought to it was a willingness to learn. Alors, c'est quoi Le Prince de Bel-Air? Le Prince de Bel-Air suit l'histoire de Will, un adolescent de Philadelphie envoyé vivre chez sa riche famille à Bel-Air, un quartier huppé de Los Angeles. L'idée de base est simple, un jeune issu d'un milieu modeste catapulté dans un univers complètement opposé à celui où il a grandi. Mais cette simplicité va cacher des dynamiques bien plus profondes. Ce contraste entre le monde de la rue, que Will a toujours connu, et l'élite bourgeoise de Bel-Air, incarne le cœur de la série. Will, évidemment, c'est l'âme de la série. Avec son style, son humour, son énergie débordante, c'est l'élément perturbateur dans un univers qui, à première vue, ne lui correspond pas vraiment. Mais c'est justement son décalage qui va faire ressortir les contradictions de son nouveau milieu et montrer à quel point lui est capable de s'adapter. Philip Banks, ou Oncle Phil, lui, c'est l'incarnation de l'autorité. C'est un juge influent, il représente cette réussite que Will admire et respecte, mais il est aussi souvent en conflit avec Will. Pour beaucoup d'entre nous, Oncle Phil, c'est devenu une sorte de figure paternelle. Il symbolisait une autre facette de la masculinité noire. À la fois un homme rigide, mais profondément aimant. Un modèle de réussite sociale qui était prêt à tout pour ses enfants. Et aussi un guide pour un Will représentant une jeunesse en quête de repères. You got soft. You forgot who you are and where you came from. You think you're so wise. Look at me when I'm talking to you. Let me tell you something, son. I grew up on the streets just like you. I encountered bigotry you could not imagine. Now, you have a nice poster of Malcolm X on your wall. I heard the brother speak. I read every word he wrote. Believe me, I know where I come from. You actually heard Malcolm speak, man? That's right. So before you criticize somebody, you find out what he's all about. Tante Vive, elle, c'est la stabilité, ce qui est particulier quand on sait qu'elle a changé d'actrice en cours de route. À partir de la saison 4 du Prince de Bel-Air, un changement radical bouleverse l'équilibre de la série. Janet Hubert, l'actrice qui incarnait la première Tante Vive, est remplacée par Daphne Maxwell Reid. You know, Miss Banks, since you had that baby, there's something different about you. Officiellement, l'équipe parle de différents créatifs ou de problèmes contractuels. Mais dans les années qui suivent, Janet Hubert révèle une toute autre réalité. Elle raconte avoir été marginalisée, isolée sur le plateau et avoir refusé de propositions de renouvellement de contrat qu'elle jugeait injustes. En conflit avec Will Smith, alors star montante, elle est écartée sans cérémonie. Pendant des années, elle est perçue comme difficile, jusqu'à ce qu'en 2020, lors d'un épisode spécial anniversaire,
elle retrouve Will et partage enfin sa vérité. You know. But what you didn't realize either, that I was going through a lot at home. Right. You didn't know. You Yep. guys didn't know. Very abusive marriage. But you took all that away from me. With your words. You know, words can kill. But I lost everything. Reputation. Everything. Everything. And I understand you were able to move forward, but you know those words, calling a black woman difficult in Hollywood is the kiss of death. It's the kiss of death, and it's hard enough being a dark-skinned black woman. Franchement, c'est tellement dommage. Janet Hubert, la Tandive originale, c'était une puissance, une femme noire forte, élégante, brillante, qui n'avait peur de personne. Elle tenait tête à fil, éduquait Will avec fermeté mais amour, et incarnait cette autorité naturelle qui claquait à l'écran. Elle était stylée, charismatique, et on sentait qu'elle aurait donné sa vie pour ses enfants. Et puis d'un coup, elle disparaît, et la nouvelle tante Vive, elle n'a rien à voir, quoi. Elle est sympathique, certes, mais totalement secondaire. Elle n'a ni la même aura, ni la même présence. On dirait presque un personnage de fond, là pour faire joli, docile. Il y a des scènes où je me disais, mais jamais la vraie tante Vive n'aurait laissé passer ça. C'est comme si on avait retiré un pilier de la maison et collé un rideau à la place. Ça m'a marqué. Et ça a laissé un vide dans le casting. Carlton, le cousin de Will, c'est l'un des personnages les plus fascinants. À première vue, il est le stéréotype du noir assimilé. Il parle d'une façon qui le rendrait presque étranger à sa propre communauté. Il est obsédé par l'ordre, les règles, le statut, comment il s'habille, etc. Mais Carlton est bien plus complexe que cela. Et c'est à travers son rapport avec Will que l'on va voir ses moments de vulnérabilité. Et lui aussi, à sa manière, lutte pour être accepté par ses pairs. What is that? It's a gun. Carlton, are you out of your mind, man? You walking around carrying a gun? What do you think you're gonna do with that? It's for protection. Carlton, whoa, man, what do? You think it's that easy to just shoot somebody? I'll close my eyes. Hilary, c'est la grande sœur de Carlton. Elle incarne l'arrogance de la jeunesse dorée. Elle est matérialiste, centrée sur elle-même. Mais ses répliques sarcastiques et son manque de prise de conscience sociale en font un personnage comique. Malgré son air superficiel, Hilary montre parfois une véritable affection pour sa famille. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui peut être un peu irritant. Daddy, I need $500. Will! Hell! Daddy, I need $500. Hell, you should really consider expanding your vocabulary a little. Ashley, c'est la Benjamin. Elle est probablement le personnage avec lequel Will partage la plus grande complicité. À travers elle, on explore les questions d'identité, d'adolescence et surtout l'envie de s'émanciper des attentes sociales. Ashley voit en Will un modèle, quelqu'un qui ne se conforme pas aux attentes bourgeoises de la famille. Elle est vraiment un peu en révolte contre son milieu, par son amour pour la musique, le milieu artistique. On sent qu'elle a envie de s'extirper du monde bourgeois de Bel Air, en fait. Oh my God. Jeffrey, lui, c'est le majordome anglais, le maître de l'ironie, de l'humour, pince sans rire. Toujours là pour vous faire une réplique cinglante, Jeffrey est le parfait observateur des dynamiques familiales des Banks. Et derrière son rôle de majordome, il devient presque une sorte de commentateur des tensions et des moments comiques qui se jouent sous son regard. Mais au-delà des personnages, ce qui rend le prince de Bel Air si unique, ce sont les thématiques qu'il aborde à travers cette famille noire privilégiée. Le choc des cultures entre Will et sa famille d'accueil sert de toile de fond pour des discussions bien plus profondes sur la classe, sur la race, sur l'identité. Et c'est là toute la force de la série pour moi. Chaque personnage incarne une facette différente de la réalité afro-américaine, avec leurs contradictions, leurs succès et leurs échecs. Ce qui rend le Prince de Bel Air vraiment spécial, c'est qu'au-delà de l'humour, la série va aborder des sujets lourds et parfois inconfortables. Il y a plusieurs thématiques marquantes qui ont résonné à travers les générations et qui, encore aujourd'hui, restent très pertinentes. Le choc des cultures. Le point de départ de la série et dès le générique, finalement, c'est justement ce choc des cultures. Will arrive de Philadelphie, où il a grandi dans un milieu modeste, pour débarquer dans l'élite de Bel Air. Tout au long de la série,
Ce contraste va être exploité de manière comique, mais aussi pour souligner des questions profondes sur la classe sociale et l'appartenance. Will représente un certain type de street credibility, ce qui est marrant quand on sait qu'en tant que rappeur, il n'avait pas vraiment cette street credibility, Will Smith. Alors que Carlton, par exemple, incarne le stéréotype du jeune noir privilégié, parfois déconnecté des réalités de la communauté noire. Et il y a une tension entre Will et Carlton qui illustre parfaitement les divisions internes au sein de la communauté noire, entre ceux qui sont perçus comme étant trop noirs et les autres pas assez. You think I'm a sellout. Why? Because I live in a big house or I dress a certain way? Being black isn't what I'm trying to be, it's what I am. You said we need to stick together, but you don't even know what that means. If you ask me, you're the real sellout. Violence policière. Alors, Les Princes de Bel-Air se passe dans les années 90. Dans les années 90, il y a l'histoire de Rodney King. Un homme à terre, sans défense, l'acharnement est impitoyable. Les images sont violentes. Le 3 mars 1991, il y a tout juste 30 ans, Rodney King, un jeune afro-américain, est tabassé par 4 policiers blancs après un excès de vitesse et un délit de fuite. La scène est filmée par un vidéaste amateur, George Holliday. La vidéo fait très vite le tour des télés américaines et choque l'opinion publique. Des manifestations ont lieu aux États-Unis en présence de personnalités comme les acteurs Alec Baldwin et Kim Basinger. Le tabassage de Rodney King devient une affaire nationale, voire d'État. Le président George Bush réagit au scandale. L'un des épisodes les plus marquants traite des violences policières. Quand Will et Carlton vont se faire arrêter, à tort, simplement parce qu'ils sont noirs et qu'ils conduisent une voiture de luxe. La série montre un aspect tragique du racisme institutionnel. Cet épisode expose non seulement le racisme auquel les Afro-Américains sont confrontés, mais aussi l'aveuglement de Carlton face à ces réalités, lui qui croyait que sa classe sociale le protégeait. Ce genre de moment nous rappelle que la série n'était pas seulement là pour divertir, mais aussi très consciente des réalités, et qu'elle était là pour nous confronter à des vérités parfois difficiles. Jobs? Well, don't get all bent out of shape. Man, you ain't learned nothing this weekend, did you? I most certainly did. Always bring a map. What? If we would have had a map, we wouldn't have had to drive 2 miles an hour trying to find a freeway entrance, and we wouldn't have been stopped. Oh, okay, I get it now. We were stopped because we were driving too slow. We were breaking the slowness limit. Oh, okay. Well, you see, I never heard of that law before, but I did hear this other law. It's called the if you see a black guy driving anything but a burnt-out Pinto, you better stop him because he stole it law. Yeah, I heard about that one. Oh, but see, I thought it was the black guy law, when in actuality, it was the slowness limit law. Oh, thank you for sharing that with me, Carlton. Good night. They were just doing their job. Good night, Carlton. What's your complaint here? We were detained for a few hours, Dad cleared things up, and we were released. The system works. I hope you like that system, because you're going to be seeing a whole lot of it during your lifetime. Not if I bring a map. You just don't get it, do you? No map is going to save you. And neither is your glee club, or your fancy Bel Air address, or who your daddy is. Because when you're driving in a nice car in a strange neighborhood, none of that matters. They only see one thing. L'un des moments les plus puissants de la série, c'est sans doute l'épisode où Will est confronté à son père, qu'il abandonne de nouveau, après être revenu brièvement dans sa vie. Cette scène, elle est tellement intense. Le regard, les échanges entre Will et l'oncle Phil, et le moment où Will demande à l'oncle Phil « Mais pourquoi il ne veut plus de moi? Pourquoi il ne veut pas de moi ?» Ça a marqué des millions de spectateurs. Pour beaucoup de jeunes noirs, cette scène a touché une corde sensible car elle aborde la question de l'absence du père, un sujet qui peut être récurrent dans les communautés afro-américaines et pas que, et souvent évité à l'époque dans les médias, ou utilisé de manière raciste. I ain't need him then and I don't need him now. Will. Now, you know what, Uncle Phil? I'm gonna get through college without him. I'm gonna get a great job without him. I'm gonna marry me a beautiful honey, and I'm gonna have me a whole bunch of kids. I'm gonna be a better father than he ever was. And I sure as hell don't need him for that, because ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. How come he don't want me, man? Will vient d'un milieu modeste, et en arrivant à Bel Air, il est confronté au luxe, aux privilèges, à une éducation différente de la sienne. Mais la série ne se contente pas de montrer un rêve américain facile. Elle questionne aussi ce que cela signifie de réussir en tant que personne noire dans une société qui, souvent, essaie de vous limiter.
À travers Will et les Banks, la série montre que l'ascension sociale est possible, mais elle explore aussi les sacrifices et les tensions internes que cela peut engendrer. Dans l'épisode Not With My Pigs, on découvre un oncle Phil embarrassé à l'idée que les autres bourgeois de Bel-Air découvrent que lui, le juge respecté, est originaire de la ruralité crasseuse de la Caroline du Nord, un héritage dont il a tout fait pour se distancier. Will be presented tonight to Distinguished Attorney Philip Banks. Oh, this is well written. Known to his barnyard companions as Zeke. Banks is no stranger to accolades. This ex-hog handler slopped his way to the top with the help of his trusted companion, Melvin the Pig. You destroyed my image. Man, I ain't destroyed nothing. Of course you did. Look at that story. I've got to walk into that banquet room tonight filled with people who are going to think I'm nothing but a hog-handling hick from Yamacraw. But that is where you come from, Zeke. Mama, I was just having a few words with Will. And I'm having a few words with you. What have you got to be ashamed of? We always put food on the table and clothes on your back. Mama, I'm not ashamed. There are just certain aspects of my life I don't wish emphasized. Where I come from, they call that being ashamed. C'est ce qui est unique avec le Prince de Bel-Air, c'est qu'il arrive à faire tout ça en nous faisant rire. Cette capacité à nous faire réfléchir sur des sujets aussi lourds, tout en nous offrant des moments de légèreté et de joie, c'est la marque d'une grande série. C'est pourquoi, même des années plus tard, elle continue de résonner pour beaucoup d'entre nous. Et même après la fin de la série, le Prince de Bel-Air continue, encore aujourd'hui, de nous influencer et d'exister encore dans nos têtes. Bon, alors les amis, j'écris ça quelques temps après avoir tourné la vidéo et je me suis dit que c'était important que je le rajoute parce que je voulais pas que le ton de la vidéo soit trop naïf. Alors, même si j'ai un énorme amour pour le Prince de Bel-Air et que cette série a clairement joué un rôle dans la construction du jeune homme que je suis aujourd'hui, avec du recul, il y a des choses que j'avale plus aussi facilement. J'ai 35 ans et je me rends bien compte que derrière les blagues, l'énergie et les moments très forts, la série vend quand même une version hyper lisse du rêve américain pour les Noirs. Un rêve où en gros, si tu bosses bien, si tu te tiens droit, si tu rentres dans les codes, tout ira bien. Sauf que ça évite soigneusement de parler du vrai problème, le système. On te montre une famille noire, ultra riche, ultra respectable, et sans le dire franchement, ça donne l'impression que si les autres galèrent, c'est un peu leur faute. On se rend bien compte lorsqu'ils parlent avec d'autres activistes qu'ils ont l'impression d'être un peu au-dessus parce qu'ils ont réussi économiquement. Will, au final, il change pas Bel-Air, c'est Bel-Air qui va le changer. La solution, c'est jamais collectif, c'est jamais politique, c'est plutôt sors de ton quartier, adapte-toi, réussis individuellement. Et réussir, c'est pouvoir consommer, avoir une belle maison, une belle voiture, un beau costume. Carlton, c'est l'exemple parfait de ça. Pro-système, pro-Reagan, jeune républicain, convaincu que tout est juste, même quand ça ne l'est pas. Et en faisant des Banks une sorte de modèle universel, la série mélange des trucs qui ne vont pas ensemble. Les classes sociales, les réalités, les luttes, comme si être noir suffisait à tout mettre dans le même sac. Et pourtant, malgré tout ça, il reste des moments où la série craque, où le masque peut tomber, et quand Will et Carlton se font arrêter juste parce qu'ils sont noirs, quand on parle de colorisme avec la nouvelle tente vive, quand on parle des doubles standards, c'est là que le Prince de Bel-Air est fort. Parce que malgré ses limites, il peut montrer à quel point le rêve est fragile. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le Prince de Bel-Air, c'était qui votre personnage préféré d'ailleurs? En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous et ciao!